cette fin de premier acte de l'épidémie de Covid-19, en tout cas en Europe, et peut-être au début d'un second acte, le masque fait l'objet d'une cristallisation sociétale extraordinaire. Réclamé au début mais non disponible, puis obligatoire à la fin mais source de contestation, parfois par les mêmes qui les réclamaient au départ. Objet de civisme, de responsabilité, de protection salutaire et rassurante pour les uns, il est taxé de muselière, d'oppression, de tyrannie liberticide sans fondement pour les autres. Un camp accuse l'autre d'irresponsable, d'assassin en puissance, de complotiste et autres noms d'oiseaux, tout en louant les interventions télévisuelles de médecins et d'experts, prêchant une seconde vague et la nécessité de lutter encore plus contre ce virus. L'autre camp répond en vilipendant les experts pourris par Big Pharma et accusant les autres de moutons lobotomisés par le pouvoir médiatico-politique. Et chacun des pros et des antis, publiant tout un tas de photos, commentaires et vidéos allant dans leur sens. Chaque camp pratique ce que les sciences humaines appellent le biais de confirmation, c'est-à-dire la tendance à privilégier des informations confirmant nos idées préconçues et à balayer d'un revers de clic ou de main tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cette idée. Je vous propose de prendre un peu de recul, de mettre à plat les idées préconçues et d'essayer d'être le plus factuel possible pour savoir ce que la littérature scientifique dit à propos du port du masque comme moyen de lutte contre une infection respiratoire virale et en particulier contre la Covid-19. Je n'ai aucune opinion sur ce thème et je ne suis pas lié à l'industrie du masque ni à aucune autre. Je vous propose de débuter cette thématique en rappelant rapidement la façon dont le SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19, se transmet dans notre espèce. Pour quantifier la contagiosité d'une infection, les épidémiologistes parlent du nombre de reproduction ou R0. Il correspond au nombre de personnes qu'un contaminé peut infecter. C'est le nombre moyen de cas secondaires. Sur la photo, vous voyez que si le R0 est inférieur à 1, dans notre exemple 0,5, alors la maladie disparaîtra, et si le R0 est supérieur ou égal à 1, elle se propagera entre les personnes, le virus circule. Ce R0 dépend de plusieurs facteurs et évolue dans le temps et l'espace en fonction de sa virulence, mais aussi des moyens utilisés contre lui, de l'immunité de la population, qu'elle soit naturelle ou vaccinale. Il était au cœur de l'épidémie, en mars 2020, à 2,8 et il est actuellement en moyenne autour de 1,4. Cela veut dire un doublement des cas en 2 semaines. Sur cette carte de Santé publique France, vous avez ce R0 selon les départements en date du 18 août 2020. À titre de comparaison, voici le R0 d'autres infections. Vous voyez que le SARS-CoV-2 n'est pas le plus transmissible des virus. Comme les autres coronavirus respiratoires, le SARS-CoV-2 est transmis principalement par des gouttelettes respiratoires, les poustillons, émises lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, parle ou mange. Ces gouttelettes sont grosses, généralement supérieures à 10 micromètres, et, du fait de leur masse et de la gravité, ont tendance à tomber sur le sol ou sur des objets assez rapidement. La transmission des gouttelettes est généralement limitée à de courtes distances, en moyenne inférieure à 2 mètres, un peu plus en cas d'éternuement ou de toux violente, où les gouttelettes peuvent partir à plusieurs mètres. La contamination d'une personne se fera donc lorsque ces gouttelettes atterrissent dans sa bouche ou son nez, suite à une exposition avec une personne porteuse du virus située à proximité. Le second mode de transmission est dit manuporté, c'est-à-dire par les mains. Une personne infectée va projeter des gouttelettes renfermant des virus sur des objets ou des surfaces. Les virus peuvent survivre et rester contaminants avec une durée de contamination qui varie de quelques heures à 9 jours selon la quantité de virus, le type de surface et l'environnement. Une personne peut se souiller les mains avec ces objets ou ces surfaces en portant ses doigts au visage, dans son nez, dans ses yeux et se contaminer si la quantité de virus est suffisante. On parle d'inoculum. Cette notion d'inoculum est importante car c'est la quantité de virus qui va ou non déclencher une maladie. Je rappelle une petite étude observationnelle
qui montrait que l'on se touche le visage en moyenne 23 fois par heure, avec un contact principalement au niveau de la peau, de la bouche, du nez et des yeux. Il existe une troisième voie de contamination, dite par aérosol. Les données ne sont pas claires, les experts ne sont pas tous d'accord pour la Covid-19, mais cette voie existe. La voie aéroportée implique des gouttelettes beaucoup plus petites, de moins de 5 micromètres, 5 millionièmes de mètre, qui peuvent flotter. Leur masse est faible et donc la gravité a peu d'effet pour les faire tomber. Ces petites particules peuvent parcourir ainsi de longues distances avec les courants d'air. Si l'endroit où un malade propage ces aérosols contenant le virus est mal ventilé, rapidement la concentration de l'atmosphère en aérosol va croître et pouvoir contaminer les personnes présentes. À noter que les gouttelettes ou les aérosols qui n'ont pas été évaporés et qui sont sédimentés sur une surface peuvent être remis en suspension dans l'air si elles sont brassées par exemple lors d'un balayage vigoureux. Pour illustrer, voici la photo d'un nuage de particules émises à partir d'un effort de toux et la seconde image suite à un effort d'éternuement. Elles sont tirées d'un article publié en mars 2020 dans la revue JAMA. Si vous avez ça en tête, que la principale voie de transmission du virus de la Covid-19 se fait par l'intermédiaire des gouttelettes respiratoires assez grosses, plus de 5 à 10 microns, alors vous comprenez les mesures barrières rabâchées à longueur de journée. Distanciation physique, les gouttelettes tombent pas très loin de l'émetteur, en général à moins de 2 mètres. Le lavage des mains, qui est la mesure barrière la plus documentée et qui doit être très très fréquent. J'en profite pour rappeler que le SARS-CoV-2 possède une enveloppe et donc que le savon, de par son action détergente, est très efficace pour le détruire. À défaut de pouvoir se laver les mains, on utilisera les gels hydroalcooliques. Et les masques dans tout ça? Au début de l'épidémie, en février 2020, les autorités nous disaient à longueur de journée que le masque n'était pas utile dans la population, mais uniquement pour les soignants et les malades. Maintenant que le pic est passé, les mêmes autorités nous obligent à le mettre presque partout. Je ne vais pas polémiquer sur la gestion des masques du début de crise, ce qui est fait est fait. Mais actuellement, avons-nous des preuves scientifiques pour justifier ce port obligatoire partout et par tous, y compris en extérieur? Je ne parlerai pas des soignants ni de l'hôpital, ni des masques FFP2, mais me limiterai au port du masque chirurgical ou alternatif, en tissu, dans la population générale comme moyen de freiner la diffusion de l'épidémie. Vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux des posts qui disaient que les mailles des masques étaient beaucoup trop petites pour freiner un si petit virus, avec des images de passoires. Il est vrai que le diamètre du SARS-CoV-2 est compris entre 0,06 et 0,14 micromètres et que les masques chirurgicaux filtrent 95% des particules de plus de 3 microns. Le masque alternatif en tissu, lui, filtre à peu près 90% des particules de plus de 3 microns. Mais comme maintenant vous savez que le virus ne passe pas tout seul comme ça, mais au sein de gouttelettes de plus de 5 à 10 microns, vous comprendrez que cet argument est pour le coup un fake. A noter, sans entrer dans les détails, que les particules plus fines sont également bloquées, un peu comme votre Swiffer attire la poussière pour la neutraliser. Dernière précision, la filtration se fait dans le sens intérieur vers extérieur pour les masques chirurgicaux et alternatifs. Il bloque les gouttelettes contaminantes du porteur vers l'extérieur, mais ne le protège pas. C'est lié au phénomène de fuite importante au niveau du visage par ce genre de masque. Une quantité importante d'air inspiré par le porteur passe à côté du masque et n'est donc pas filtré. Vous n'êtes pas protégé, mais vous protégez l'entourage. Donc l'idée est que si tout le monde le porte, tout le monde se protège. En théorie, en tout cas. Voyons du côté des expérimentations et des études. Le SARS-CoV-2 infecte nos cellules en se liant à une protéine que l'on appelle l'ACE2, voir mes précédentes publications. Or, les hamsters possèdent aussi cette porte d'entrée et elle est très proche de la nôtre. Ils ont donc été étudiés. Une équipe de chercheurs de l'université de Hong Kong a placé des cages contenant des hamsters artificiellement infectés par le coronavirus à côté de cages de hamsters sains. Entre les deux, ils ont placé des masques chirurgicaux. Ils se sont assurés qu'un flux d'air traversait les cages des animaux infectés
vers les animaux sains. Lorsque les masques étaient en place, les 2/3 des hamsters sains ont été contaminés en une semaine. Tandis qu'avec les masques, entre les cages, la transmission virale sans contact était réduite d'environ 60%. Les individus infectés avec masque se sont aussi révélés avoir une charge virale moindre que ceux sans masque. Le taux d'infection est tombé à un peu plus de 15% quand les masques étaient placés sur la cage des animaux infectés et à environ 35% lorsque les masques étaient placés sur la cage des hamsters sains. Cette étude expérimentale prouve que le masque limite la transmission du virus des animaux malades vers les animaux non malades. On peut en déduire que le port du masque doit être généralisé aux malades pour qu'il ne contamine pas d'autres. Alors pourquoi cette idée de l'imposer à tout le monde ? Vous connaissez la phrase du Dr Knock « Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ». Avant d'être malade, nous ne l'étions pas. La palisse n'aurait pas dit mieux. Transposé en langage d'infectiologue, on pourrait dire qu'avant de déclarer des symptômes de la maladie, nous sommes en phase d'incubation. La question est donc de savoir si durant cette phase d'incubation, c'est-à-dire entre le moment où je suis contaminé et celui où je développe les signes de la maladie, savoir si je suis contagieux. C'est important car cibler un malade est assez facile, mais cibler une personne en incubation n'est pas possible. La littérature scientifique répond que oui, une personne présymptomatique, avant d'avoir les signes de la maladie, est contagieuse. Ce phénomène avait été observé en Chine dès le début de l'épidémie et confirmé par plusieurs travaux et études depuis. De ces travaux, nous avons appris que la période d'incubation moyenne, médiane, est d'environ 5 jours et que 97,5% de ceux qui développent des symptômes le feront dans les 11-12 jours suivant l'infection. Donc, une personne qui n'a pas encore de symptômes peut être malgré tout contagieuse. Les épidémiologistes ont évalué que la moitié des contaminations d'une personne malade se faisaient durant cette période d'incubation, donc sans que le malade se sache malade. D'autres études montrent qu'une fois la maladie déclarée, que le malade est symptomatique, la contamination se fait essentiellement dans les 5 jours suivant l'apparition des signes. Donc un malade est contagieux très tôt, avant et juste après l'apparition des signes. Des études compliquent encore la problématique en révélant que la charge virale, c'est-à-dire la quantité du virus, détectée chez les patients sans symptômes était similaire à celle des patients symptomatiques, ce qui suggère le potentiel de transmission des patients asymptomatiques ou peu symptomatiques. Vous l'avez donc compris, il n'y a pas que les malades qui sont contagieux. Donc, si tout le monde peut être potentiellement contagieux, soit parce qu'il est asymptomatique, porteur mais sain, présymptomatique, porteur mais pas encore malade, ou symptomatique, malade, et que le masque est efficace pour réduire de façon importante la transmission du virus à l'entourage, alors il est logique de le proposer à tout le monde, non ? Logique, oui, mais est-ce scientifiquement évalué dans la population humaine ? Avant cette pandémie de Covid-19, en 2004, une étude portant sur le SARS avait conclu, je cite, « L'utilisation fréquente du masque dans les lieux publics, le lavage fréquent des mains et la désinfection des locaux d'habitation étaient des facteurs de protection importants. Cette protection ne portait pas sur le seul port du masque, mais sur l'ensemble des mesures barrières. » En 2010, l'université de Cambridge publiait une étude sur les masques et la transmission de la grippe. Je cite la conclusion. « Il reste une lacune substantielle dans la littérature scientifique sur l'efficacité des masques faciaux pour réduire la transmission de l'infection par le virus de la grippe. Bien qu'il existe des preuves expérimentales que les masques devraient être capables de réduire l'infectiosité dans des conditions contrôlées, il y a moins de preuves pour savoir si cela se traduit par une efficacité dans des milieux naturels. Il y a peu de preuves pour soutenir l'efficacité des masques faciaux pour réduire le risque d'infection. » En avril 2020, une revue systématique de la littérature a été publiée en préprint sur l'utilisation des masques faciaux. Il s'agit de la synthèse de 31 études sur le sujet et conclut que, je cite, « Dans les essais cliniques, le port des masques faciaux peut être légèrement protecteur en cas de contact occasionnel et modestement protecteur lorsque les membres infectés et non infectés vivent sous le même toit et portent des masques faciaux.
Dans toutes les études d'observation, les preuves en faveur du port du masque étaient plus fortes. Globalement, les preuves ne sont pas suffisamment solides pour soutenir l'utilisation généralisée des masques faciaux comme mesure de protection contre le Covid-19. Une autre synthèse, mise en ligne également en avril, et portant cette fois-ci sur 15 essais randomisés, examinant l'effet des masques, concluait de la même façon. Je cite, « Les preuves étaient insuffisantes pour fournir une recommandation sur l'utilisation des barrières faciales sans autre mesure. » La revue Prescrire, revue médicale francophone indépendante, en avril a abordé le sujet. Elle rappelait que dans d'autres infections respiratoires, notamment par le virus de la grippe, les essais randomisés et les autres études comparatives recensées par ces synthèses n'ont pas trouvé d'avantage du port d'un masque, y compris dans les écoles et les universités. La revue concluait « En somme, quelques données de faible niveau de preuve montrent que le port de masque à usage médical réduit peut-être la transmission des infections par un coronavirus dans la population générale, surtout dans les situations de promixité, voire de contact avec des personnes infectées ou qui pourraient l'être. Les masques ne protègent pas les yeux des projections et ils n'évitent pas la transmission des virus par les mains contaminées. Le port du masque ne remplace pas les principales mesures barrières. » Et, fin avril 2020, selon une évaluation de faible niveau de preuve, les masques en tissu semblent peu ou pas efficaces pour réduire la transmission des infections par un coronavirus dans la population générale. En juin 2020, le Lancet, revue médicale de référence, enfin normalement, a publié une revue systématique portant sur 172 études observationnelles et 44 études comparatives. Elle conclut que la transmission des virus était plus faible avec une distance physique de 1 mètre ou plus, par rapport à une distance de moins de 1 mètre, et que la protection augmentait à mesure que la distance était allongée. Pour le masque, les auteurs utilisent le conditionnel, je cite, « L'utilisation d'un masque facial pourrait entraîner une réduction du risque d'infection avec une faible certitude et conseille de réaliser des essais randomisés plus robustes. » En juillet 2020, dans la revue JAMA, une publication sur les moyens de transmission du SARS-CoV-2 concluait ainsi. Porter des masques médicaux, des masques en tissu de haute qualité ou des écrans faciaux lorsqu'il n'est pas possible d'être à 6 pieds, c'est-à-dire 1,8 m, devrait être adéquate pour minimiser la propagation du SARS-CoV-2, en plus de l'hygiène fréquente des mains, du nettoyage environnemental et de l'optimisation de la ventilation intérieure. Vous noterez encore l'utilisation du conditionnel. Pour résumer, il existe des arguments sur l'efficacité des masques chirurgicaux ou alternatifs pour limiter la transmission du virus d'un sujet malade vers des sujets contacts. Une personne qui ne présente pas de signes est peut-être contagieuse. Est-elle porteuse saine ? Dans ce cas, le risque de transmission semble faible, mais des études ne sont pas toutes concordantes et certaines montrent une transmission malgré tout du virus. Est-elle en incubation, et donc contagieuse ? Il est donc logique et soutenable de recommander le port du masque pour tout le monde, en raison de certaines études légèrement favorables, même si le niveau de preuve est faible, au nom du principe du bénéfice du doute. Cette position ne s'impose pas scientifiquement, mais est légitime. Les revues d'études disent que le port du masque serait surtout utile lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Je pense par exemple que dans les transports en commun, le port du masque est une bonne chose en raison de la promixité des personnes. Le port du masque dans les écoles, sur les lieux de travail et surtout en milieu extérieur. Je n'ai trouvé aucune étude dans les moteurs de recherche sur une période de 10 ans qui abordait ce sujet. La décision est donc politique et non scientifique. Il a été question de la toxicité du port des masques sur les réseaux sociaux avec des affirmations en tout genre du style « vous allez mourir d'infection » ou de suffocation si vous le portez constamment. Avant d'analyser ces arguments, petit rappel de bon sens. Des milliers de personnes portent toute la journée un masque, à l'hôpital notamment, et il n'y a pas de surmortalité ni de surmorbidité chez ces personnes. Depuis le temps, nous l'aurions remarqué. Le masque diminue-t-il les apports en oxygène ? La réponse est non. Le masque chirurgical ou en tissu n'est pas hermétique. Nous l'avons dit, il y a beaucoup de fuites lors de l'inspiration. C'est pourquoi il ne protège pas le porteur. Il n'empêche que les activités quotidiennes ne sont pas altérées par le port du masque. Il peut devenir gênant
pour la respiration dans certaines circonstances comme l'activité sportive ou en cas d'importants problèmes respiratoires. Mais le port du masque n'entraîne pas de baisse du taux d'oxygène, n'entraîne pas d'hypoxie, contrairement à ce que l'on peut voir sur Facebook. Le masque nous fait-il respirer notre propre gaz carbonique, le CO2 ? Là aussi c'est faux. Un masque n'est pas un circuit fermé. Presque tout l'air expiré s'échappe du masque, donc vous ne respirez pas votre propre CO2. Mais le flux d'air est malgré tout ralenti, sans conséquence, sauf si vous souffrez de maladies respiratoires importantes évidemment, et que vous portez un masque des heures entières. Nous pouvons nuancer en précisant que certaines personnes peuvent ressentir une impression d'étouffement avec le masque, une anxiété pouvant conduire à une hyperventilation qui, elle, peut modifier le taux de CO2, provoquer des maux de tête ou des vertiges par exemple. Les masques affaiblissent-ils le système immunitaire ? La réponse est non. Aucune étude ne le montre et aucune raison ne permet de soutenir cette hypothèse. Les professionnels qui portent le masque pendant des heures, à longueur de journée, n'ont pas plus de maladies liées à un système immunitaire défaillant que les autres. Les masques provoquent-ils des allergies graves du visage ? Faux également. Il peut, comme pour tout, y avoir des personnes qui réagissent au port d'un masque. Mais dans ce cas, il suffit de changer de type de masque. Je rappelle que les masques alternatifs sont faits avec des tissus, comme nos habits, et il y a plein de possibilités de matière. On ne va pas se mettre tout nu parce qu'on a réagi une fois à un type d'habit. On n'est pas dispensé du port d'un masque si on a réagi une fois à un type de matière composant un masque. Et encore une fois, c'est rarissime, même si vous trouverez des publications sur les réseaux sociaux de visages horriblement mutilés par les masques. Souvent, ces images sont tirées de bases de données de livres de dermatologie et n'ont rien à voir avec une allergie de contact. Je ne cours pas chez mon médecin, comme je l'ai lu, pour lui demander un certificat médical du non-port du masque. Sauf cas très rare, il n'y a pas de contre-indication au port du masque en dehors du tout petit. Les contre-indications sont rarissimes, telles que les greffes de visage, vous en conviendrez, chose assez rare, ou certaines insuffisances cardio-respiratoires sévères. N'embêtez pas votre médecin avec ça, et si vous arrivez à le convaincre, le certificat sera un certificat de complaisance qui n'aura aucune valeur. Par contre, il y a des arguments qui peuvent être recevables. Il est possible que l'humidité provoquée par le masque au niveau des commissures des lèvres puisse favoriser des petites infections, des petites mycoses qu'on appelle des perlèches, mais qui sont absolument sans gravité. Le plus important à mon avis, l'argument le plus important contre le port du masque est que l'utilisation de masques médicaux à grande échelle peut créer un faux sentiment de sécurité et entraîner la négligence d'autres mesures essentielles telles que l'hygiène des mains et la distanciation physique, qui, elles, ont un niveau de preuve importante. De plus, la gêne occasionnée par le masque conduit les personnes à se toucher plus fréquemment le visage avec leurs mains potentiellement contaminées, ce qui peut accroître le risque d'attraper le virus. Il faut une utilisation optimale du masque pour le poser correctement, l'enlever correctement, le changer suffisamment souvent, le stocker correctement. Il doit en principe être lavé après chaque usage pour les masques alternatifs, qui ont d'ailleurs une durée de vie limitée. L'application de toutes ces précautions est loin d'être respectée. Je m'interroge sur la pertinence de l'effet protecteur du masque généralisé dans ces conditions, notamment chez les plus jeunes dans les collèges et les lycées. Il n'est pas question de ne pas respecter les obligations, évidemment, mais on peut se poser des questions. Dans de bonnes conditions d'utilisation, et tout est là, le port de masques généralisé à la population peut être un moyen de lutte contre une infection respiratoire telle que la Covid-19. Les données scientifiques, nous l'avons vu, peuvent soutenir cette décision politique, mais avec un niveau de preuve faible. L'imposer en extérieur ne repose par contre sur aucune donnée scientifique, il s'agit d'une décision politique et je ne connais pas la réelle motivation. Est-ce donner l'impression de sécurité, rassurer, je ne sais pas. Justifié ou non, le port du masque doit être par contre optimal. Vous trouverez toutes les bonnes informations sur la façon de l'utiliser sur le site du gouvernement affiché à l'écran. Le port du masque ne doit surtout pas faire oublier les autres mesures barrières qui, elles, ont des niveaux de preuve beaucoup plus puissantes, telles que ne pas tousser ou éternuer
sans protéger l'entourage, en le faisant dans son coude ou dans un mouchoir, respecter la distanciation physique à plus de 2 mètres si possible. Je vous rappelle que dans les études, la distance étudiée est celle de 6 pieds, soit 1,8 mètres. Et surtout le lavage des mains tout le temps au savon quand c'est possible, avec un gel hydroalcoolique à défaut. Encore une fois, le masque doit être bien utilisé et ne pas donner une fausse impression de protection et faire oublier les autres moyens. Ces mesures sont des mesures externes pour limiter le contact avec le virus. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les façons d'optimiser ses défenses et son capital santé pour être le plus à même à lutter en cas d'échec des mesures barrières, c'est-à-dire si vous rencontrez le SARS-CoV-2. D'ici là, portez-vous bien.